Salut, je m'appelle Tommy et bienvenue sur Blogcast, le podcast par le média d'escalade innovant Blogcorp. Dans ce format, nous allons à la rencontre de différents acteurs du monde de la grimpe, athlètes, ouvreurs, entraîneurs, photographes ou encore entrepreneurs. Et pour ce 8e épisode, nous retrouvons Clément Le Chapetois. Il découvre l'escalade lors de sa jeunesse avec sa mère et elle l'inscrit à l'UNSS lors de son arrivée au collège. Mais c'est un peu plus tard qu'il se prend d'amour pour ce sport lorsqu'il rencontre la famille Tribou lors d'une compétition UNSS. Puis tout s'enchaîne. Il commence à réaliser des résultats chez les jeunes, notamment en Junior 2 lorsqu'il devient double champion de France en bloc et en difficulté en 2012. Puis il continue de s'entraîner au pôle France de Voiron, puis au pôle de Karma à Fontainebleau. Il finit par se lancer à 100% dans l'extérieur et a enchaîné à ce jour plus de 70 blocs en 8B+, avec une devise, la qualité avant la quantité. Il est aussi ouvreur pour la salle annécienne Atome avec un format assez particulier qu'il nous présentera durant l'épisode. Enfin, il a lancé il y a quelques années avec Laurent Vigouroux la marque Smartboard et ils viennent de sortir il y a quelques jours leur premier livre sur l'entraînement, La Force. Dans cet entretien, on revient sur les 4 domaines qui le passionnent dans le monde de l'escalade, la compétition, l'extérieur, l'ouverture et enfin l'entraînement. Et bonne nouvelle, l'épisode est maintenant disponible sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, Apple Podcast, Deezer ou encore Amazon Music. Et il est aussi disponible sur YouTube avec un format vidéo. Bonne écoute. Et donc pour commencer, raconte-nous un peu l'histoire avec la famille Tribou et tes débuts dans le monde de l'escalade. Ok. En fait, l'histoire, elle démarre même un tout petit peu avant ça, parce que c'est ma maman qui m'avait inscrit au cours d'escalade de l'UNSS du collège. Et j'en avais déjà fait un petit peu quand j'étais gamin avec elle, parce qu'elle en faisait un petit peu. Mais ça me faisait pas plus triper que ça. Et en fait, à une compète UNSS, j'ai rencontré les Tribous. Et ils m'ont dit, bah vas-y, viens grimper avec nous, viens t'entraîner avec nous. Et du coup, déjà, c'est devenu des super potes. Donc ça m'a bien motivé. Et puis j'ai bien tripé dans l'activité, dans les vibes qu'il y avait avec eux. Et du coup, finalement, j'ai jamais arrêté, quoi. Et donc, c'est devenu certains de mes meilleurs potes. Tous les week-ends, il y avait leur père JB qui nous emmenait grimper en falaise, dans les falaises autour du Luberon, autour d'Aix-en-Provence. Et tous les mardis, on allait faire du pan dans leur pan chez leur mère. Et du coup, d'un coup, là, toute ma vie, elle s'est mise à tourner autour de ça, quoi. Du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, du coup, on est parti en trip falaise en Espagne tous les automnes. On est parti au Verdon parce que JB, forcément, il nous emmenait grimper de partout. Et du coup, ma passion pour la grimpe, elle est partie de ça, quoi. Et finalement, elle est pas partie de la compète ou de la salle, elle est partie que de l'extérieur, presque. On allait grimper énormément dehors et c'est quelque chose que j'ai jamais perdu. Et après ça, vu que je me démerdais bien, forcément, j'étais jeune. Et du coup, tous les jeunes de mon âge, ils faisaient les compètes. Du coup, je me suis mis à faire des compètes, quoi. Parce que c'était stimulant, c'était motivé de s'entraîner, ça motivait à s'entraîner. Et aussi, je pense, quand t'es jeune, c'est un peu une suite logique d'essayer peut-être de se comparer un peu, savoir où t'en es, comment tu te situes. Et c'était une vraie motivation d'essayer de savoir, où je me situais dans la grimpe. Ça motivait à être meilleur, ça motivait à s'entraîner. Donc, forcément, c'était positif, quoi. Ouais, c'est rare maintenant les jeunes qui commencent par l'extérieur et puis après se mettent à la compétition. Ouais, je pense qu'il y en a de plus beaucoup. Ouais, avec toutes les salles qui sont apparues depuis, c'est vrai que c'est différent. Mais en fait, moi, il se trouve que l'UNSS de mon collège, on allait tous les mercredis après-midi, on allait en falaise, en fait. Oh, stylé. On n'allait pas en salle. Alors, c'était pas une falaise de ouf, mais n'empêche que tous les mercredis après, on était sur une falaise. Alors, il y avait des voies qui allaient du 4, fin de l'initiation jusqu'au 7AB, peut-être. Et au début, je faisais ça, quoi. Et donc, de temps en temps, on allait en salle, mais c'était l'extrême opposé de ce qui se passe maintenant, je pense. Ouais, c'était vintage, hein. Ouais, voilà, c'était bien vintage. Mais bon, on allait, tous les mercredis après-midi, on avait le bus qui venait nous chercher. On avait peut-être 20 minutes de bus, on arrivait à la falaise, on faisait nos 3 heures de falaise et puis après on rentrait. Et du coup, ensuite, par contre, avec les Tribous, j'ai découvert le pan. Et ensuite, j'ai rejoint le club de l'AS Grimpé, où c'était Jérôme Pouvreau qui nous entraînait à l'époque. Et là, du coup, il y avait une forte communauté de jeunes grimpeurs. Il y avait Alan, il y avait Matt, il y avait toute une sorte de bonne équipe du sud là. Et on s'est mis. Et du coup, moi, j'ai rejoint cette équipe d'entraînement. Et là, du coup, c'était un petit peu plus cadré, un petit peu plus sérieux. Tous les mercredis, on était en salle pour le coup, dans les vieilles salles de l'AS Grimpé. Et du coup, ça a commencé comme ça, quoi. Elles se sont passées comment tes années jeunes avant ta première vraie saison internationale en 2012 ?
Eh ben, mes années jeunes, au début, je débutais presque. Donc, au début, je me faisais quand même bien éclater. L'objectif, c'était de faire une demi de Coupe de France, machin. Mais vu que j'étais quand même bien porté par une dynamique de groupe de gens quand même qui étaient forts. Enfin, en tout cas, plus forts que moi. Oh, pardon. Des gens qui étaient plus forts que moi, en tout cas. Et qui avaient déjà de l'expérience parce que eux, ils avaient démarré les compètes. Ils étaient poussins, benjamin. Moi, je suis arrivé, tu vois, en cadet à peu près. Ah ouais, t'arrives super tard. Ouais, j'avais 14 ans, j'étais en quatrième. Ok. Donc je suis arrivé sur le circuit. Ouais, moi j'étais un petit peu plus vieux que les autres, mais du coup je me suis bien servi, je pense, de l'émulation et de l'expérience des autres pour progresser vite. Et du coup ça m'a permis, je pense, j'ai fait des finales de Coupe de France un peu chez les jeunes, hein, assez vite. Et puis en fait ça s'est fini que j'ai progressé. On m'a proposé d'intégrer le pôle France de Voiron pour ma dernière année jeune. Et du coup, j'ai intégré le pôle France de Voiron. Et suite à ça, et cette année-là, du coup, j'ai fait que je me suis beaucoup entraîné au pôle à Voiron et j'ai fini par faire champion de France de bloc et champion de France de diff en junior 2. Parfait. J'arrive à cette question. Je voulais savoir comment s'étaient passées ces 2 victoires. Du coup, je suis arrivé là. Alors, c'était un peu bon en bloc. Je m'étais entraîné spécifiquement pour ça. J'étais sur des terres et j'étais content de gagner. C'était cool. Tu vois, il y avait à l'époque, je me battais avec Manu, qui a depuis fait une super carrière. Du coup, c'est cette génération. Il y avait Alban aussi, Levier. C'était vraiment cette génération-là. Et du coup, à cette époque-là, ouais, j'avais fait champion de France. J'étais super content. Et par contre, en diff, je m'étais pas entraîné du tout. C'était un peu un hold-up de me retrouver champion de France de diff. Mais j'avais quand même pris le créneau où, j'avais des restes de falaises et des restes de compète des années d'avant. Mais c'était pas l'objectif. Mais par contre, ça avait marché. Là, j'avais eu de la chance. J'étais en confiance, peut-être. Le mur était assez court. C'était à Thionville, je me rappelle. Donc voilà, c'était des bons souvenirs. Et les années de compète, elles ont été hyper riches et j'en garde un super bon souvenir. Et donc ça m'a permis d'accéder un peu à des compètes internationales en Coupe d'Europe jeune. Où là je me suis pas trop mal défendu aussi sur quelques coupes d'Europe jeunes en bloc, mais finalement j'ai eu peu de temps pour m'habituer à un circuit international chez les jeunes, parce que direct j'étais chez les seniors, quoi. Ouais. Et donc là direct dans le grand bain, et vu que j'avais fait des bons résultats l'année d'avant, je me suis fait, donc il y a eu à nouveau un an où je suis resté à Voiron, puis après il y a eu où je me suis entraîné encore à Voiron, et en fait pendant ce temps-là il y avait le pôle France de Fontainebleau qui était en train de se monter, et donc j'ai rejoint le pôle France de Fontainebleau où là je me suis entraîné pendant peut-être 3 ou 4 ans avec Rémi Samin qui me coachait, et c'était Nico Januel aussi qui était coach, et on montait 2 semaines par mois, peut-être 2 semaines par mois j'étais à Fontainebleau, et je m'entraînais spécifiquement pour les compètes de bloc, et j'étais à fond là-dedans, et je m'entraînais là-dessus. Alors c'était dur parce que il y avait une grosse densité sur le circuit français, je pense. Moi, je me démerdais bien dans certains styles, dans d'autres un peu moins. J'avais peut-être pas non plus un mental de tueur comme peut l'avoir Manu ou comme l'a démontré Mika récemment. Mais en gros, je faisais partie de cette génération à l'époque, quoi. Et du coup, j'ai obtenu une sélection de Coupe du Monde pour faire tout le début de la saison. J'avais fait 4 ou 5 Coupes du Monde. T'en as fait il y en avait 4, une en Suisse, ouais, il y en avait une en Suisse, la Chine. Exactement, et une au Japon à Shiyoji. Et il se trouve, je m'étais blessé un tout petit peu avant et j'étais pas en forme, j'étais fatigué. Mais l'expérience, elle a été hyper intéressante. Je me suis fait quand même bien démonter, je me suis fait secouer sur tous les circuits. Mais et du coup, je suis arrivé à un stade où je me suis dit, ok, je progresse chaque année. Cette année, j'ai obtenu une sélection, c'est cool. Et par contre, est-ce que j'ai envie de me pousser, de mettre toute ma vie de côté pour aller faire que des compètes, ou alors est-ce que j'ai envie d'aller grimper dehors et essayer tous les blocs qui me font rêver de partout dans le monde. Et du coup, moi, le choix, ça a été de grimper dehors, parce que ça a été depuis toujours, j'ai toujours gardé contact avec l'escalade en milieu naturel. Le bloc dehors, c'est une discipline qui me fait triper depuis toujours, quoi. Je regarde toutes les vidéos, enfin, je suis un fanatique. Et du coup, j'ai fait le choix de pas faire les deux en même temps. Si je fais un truc, je le fais à fond, et du coup, je suis parti faire du bloc dehors. J'ai jamais regretté ce choix, parce que c'est un truc où je m'épanouis vachement, et qui, je pense, me réussit pas si mal depuis quelques années, en tout cas. C'est trop drôle parce que tu es en train de cocher toutes mes questions une par une sans que je te les pose, c'est incroyable. Hyper facile comme job. Et ce que j'aime bien aussi, c'est que du coup, vu que tu parlais de Manu, de Rémi et tout, en fait, à force de faire des podcasts, il y a toutes les histoires qui s'entremêlent.
Et puis Ouais. à la fin, en fait, il y aura les podcasts de tout le monde, et ça, je trouve ça trop bien. C'est que tout le monde a un peu sa partie de C'est l'histoire stylé. et tout se croise. Ben en fait, c'est rigolo parce que on est, du coup, on est à peu près toute cette, ouais, c'est cette génération-là où je me suis développé dans la grimpe. Mais si tu veux, Manu, ben maintenant, je vais sur des compètes, des fois, je les ouvre, ou j'ouvre des stages équipe de France pour le pôle à Voiron, ou ben je vais voir des compètes parce que ça me fait plaisir de voir les collègues. Mais en fait, du coup, on se recroise tout le temps. Enfin, régulièrement, tous les ans. Et puis, du coup, ça permet d'avoir des nouvelles. Et en fait, moi, je suis content de voir que, ben, Manu, il a fait une carrière, Manu ou quelqu'un d'autre, hein, je parle de Manu là parce qu'on en a parlé, mais il avait fait une super carrière, il s'est épanoui dans un truc et je pense que lui aussi il est content de voir que, enfin je pense, ça reste bienveillant et il est content de voir que moi je me suis développé d'une manière différente quand je vois pareil Rems qui maintenant il s'est retrouvé chef ouvert des championnats du monde de bloc, je trouve que c'est des super accomplissements et en fait c'est un milieu où chacun on va il y a possibilité de se développer et de s'accomplir de plein de manières. C'est pas juste, il y a pas juste devenir champion du monde pour s'accomplir. Et si dans le cas de Mika, pour le coup, c'était ça qu'il voulait. L'objectif. Mais l'objectif, et c'est mortel d'avoir été capable d'y arriver. Mais moi, je suis hyper heureux comme ça et Rems, je pense qu'il est heureux comme ça. Et je trouve ça cool avec du recul maintenant de voir tous ces gens qui se sont accomplis dans ce milieu et à travers cette discipline. Je trouve ça c'est cool, c'est riche, ça donne de l'espoir aussi. Ouais, c'est clair, hein. Tu peux tellement réussir de plein de façons différentes, aller où tu veux, c'est incroyable. Par contre, faut y croire, faut se donner les moyens. Ça, c'est la même chose pour tout, quoi. Ouais, j'ai l'impression qu'il faut être sportif de haut niveau dans différentes disciplines. En ouverture, en Ouais. compétition, à l'extérieur. C'est la même chose, juste faut se donner à fond. Ouais. C'est sûr que le sport de haut niveau, ça t'aide à, il y a un mindset que ça te donne qui fait que tu vas quand même au bout des choses, quoi. Ouais. Et du coup, tu as enchaîné plus de 70 blocs en 8B et plus. Donc on va Ouais. s'intéresser à des sujets assez larges, plus qu'à des blocs précis, parce que tu en as fait tellement. Ouais. Du coup, première question, tu as déjà réalisé de nombreuses first ascents, comme Tagada 8B+, Compass North 8B+, etc. C'est quoi le processus derrière tout ça, de la découverte du rocher à la première ascension? Ok. Alors, bah ça dépend. En fait, des fois, il y a des projets où ça dépend des spots. Des fois, tu vas sur un spot et tu sais qu'il y a certains projets qui existent parce que ben dans la communauté des grimpeurs, ben on en parle et on se dit ah ben tiens demain ça pourrait être stylé si on va essayer ce bloc-là. Du coup, il y a des projets plus ou moins connus où tu dis ben Tagada par exemple, il est au milieu d'un secteur un peu ce bloc-là. C'est juste il y avait personne qui avait réussi. Et du coup, je me suis investi un peu dedans cette année. J'ai essayé une session avec un Allemand qui s'appelle Kim Marschner, qui est fort aussi. Et on avait trouvé un peu des méthodes, et puis j'y suis retourné une fois ou deux avec. Et puis finalement, j'ai réussi à le faire. Et du coup, là, j'ai fait une first, mais finalement, elle est à côté d'un 8A super classique. Donc le process, il était assez facile. Après, il y a d'autres first ascent où, bah, du coup, c'est juste tu t'explores dans la forêt, tu marches, hop, tu tombes sur un bloc, t'es là, ouais, c'est mythique. Du coup, tu brosses tout. Et là, tu découvres les prises, tu montes les pas, tu fais des terrasses. Et là, c'est encore un autre process, quoi. Mais en gros, le process, c'est un peu, il est toujours hyper excitant dans la mesure où tu grimpes un truc où les mouvements, ils ont pas été faits. Tu grimpes un truc où tu sais pas si ça marche. C'est quand même un truc qui, dans la perception du bloc, c'est spécifique de pas savoir si ça marche, mais par contre, ça donne une extra motivation. Et c'est une motivation qui est complètement intrinsèque de l'ego, parce que vu qu'il y a personne qui a essayé avant, t'as pas un repère par rapport à quelqu'un. Et du coup, c'est juste toi, ta créativité et ta volonté d'essayer de faire marcher ce passage qui peuvent te pousser à imaginer des séquences toujours plus folles ou, ouais, faut toujours être hyper ouvert d'esprit et aussi être ouvert d'esprit en disant, vas-y, si j'arrive pas à faire un truc, ok, bon, il faut que je trouve autre chose. Au bout d'un moment, tu trouves quelque chose pour y arriver. Et même si tu trouves quelque chose pour y arriver, donc une méthode qui peut être plus ou moins ouf, mais par contre, à un moment donné, il faut aussi redescendre sur terre et se dire, ok, maintenant j'ai trouvé un truc qui marche, mais les autres qui vont arriver derrière, est-ce qu'ils vont pas trouver autre chose qui va me chanter mon bloc? Donc il faut toujours essayer d'avoir la démarche de trouver ce qu'il y a de plus facile pour faire un bloc. Et après, une fois que tu défriches tous les mouvements, là, t'es content, normalement, c'est la phase presque qui est la plus excitante au début, où tu fais, oh putain, j'ai fait tous les moves, ça devient possible. Et après, il y a la phase où là, tu tapes des essais, mais là, ça devient presque plus comme essayer un bloc dur, c'est classique, quoi. Tu tapes des essais et tu te confrontes, tu penses que le crux, ça va être le deuxième move, mais sauf qu'en fait, le deuxième move, finalement, tu y arrives au bout d'un moment à tous les coups, et puis à la fin, ça se joue à la fin du bloc, et ça, c'est des process assez classiques, mais qui sont sympas parce que tu te bats pour une first. Quand t'es plusieurs sur une first, forcément, il y a un petit peu de motivation. Moi, je suis pas très compétitif comme personne, mais
on peut pas se cacher que c'est toujours assez gratifiant d'être le premier à faire un bloc. Donc ça fait quand même envie. Du coup, le process, il se passe grosso modo comme ça pour une first. Et du coup, c'est quoi le processus pour répéter un bloc qui a déjà été fait, un bloc dur? Eh ben, essayer un bloc dur déjà. Bon, ça dépend. C'est pareil, ça dépend si tu vas faire, si c'est une seconde ascension qui vient d'être faite la semaine dernière ou si c'est un bloc classique qui est hyper établi. Mais c'est sûr que maintenant, avec toutes les vidéos, avec Insta et tout, tu peux arriver sur un spot de bloc quasiment avec toutes les méthodes clés en main et être capable de taper des run flash dans tous les blocs. Si moi demain si j'étais jamais allé à Rocklands par exemple et j'y vais demain, ben là, c'est sûr, tu peux te faire une bibliothèque de vidéos et de méthodes pour chaque bloc et arriver sur le bloc avec toutes les méthodes et tout. Donc, ça fait gagner du temps, je pense, c'est certain. Mais aussi, d'une certaine manière, moi, des fois, ça me dessert un peu parce que à force de me focaliser sur des méthodes que des gens font, j'oublie un petit peu de m'écouter et d'écouter mes sensations. Du coup, des fois, ça peut me faire perdre un peu du temps ou des séances. Mais grosso modo, quand tu sais que le bloc, il a déjà été fait par 35 personnes, qu'il a une cotation qui est établie à, je sais pas, 8B ou 8B+, bah tu t'es quand même dans un terrain assez connu en fait. Avec l'expérience surtout, tu te rends compte que tu sais comment faire pour arriver à faire un bloc de ce niveau et c'est pas parce que tu le fais pas la première séance que la deuxième séance tu sais que tu vas utiliser ce que tu as fait à la première séance, tu arrives à mieux gérer les conditions, tu gères ta peau, tu gères tes essais et plus l'expérience elle vient, bah aussi tu gères ta frustration et du coup je pense que ça fait que plus t'avances dans ta carrière de grimpeur, plus tu peux arriver à faire des blocs durs rapidement, beaucoup grâce à l'expérience quand même. Après aussi par le fait que forcément en parallèle tu t'entraînes tout le temps, enfin je m'entraîne tout le temps et donc mon niveau physique il chute pas. Donc tu utilises bien ton niveau physique plus t'as l'expérience qui fait que tu sais comment le process il marche forcément. Ça amène à faire des blocs durs plus vite et donc t'en fais aussi plus quoi. Et aussi un autre truc, c'est que pour le coup, à force d'essayer aussi des projets qui sont certains extrêmes, hyper durs en 8C, 9A et des trucs on sait pas trop ce que ça va être. Des fois quand j'essaye pendant des mois entiers, je vais essayer des trucs qui vont pas être moins que 8C+ ou 9A. Ben en fait, si tu redescends d'un niveau et que des fois je retourne essayer un 8B ou un 8B+, qui a déjà été fait plein de fois où en gros je vais avoir les méthodes, je fais tac tac. En fait ça le ressenti il est complètement différent. Tu retombes tellement d'un niveau et même dans la perception du bloc, c'est pas un projet donc ça et ben en fait tu maîtrises vachement mieux le sujet quoi. Du coup ça permet de mieux s'exprimer aussi et ça fait du bien des fois de redescendre justement sur des trucs un peu plus de se faire des journées où tu vas même faire je sais pas des 7B et tu t'es oh putain en fait je suis capable de réussir un bloc quoi. C'est pas parce que ça fait 3 semaines que je tape des runs dans mon projet et que je me fais démonter que je suis pas capable d'enchaîner un bloc quoi. Du coup, faut arriver à trouver le juste milieu entre travailler un projet extrême qui est à ta limite au-dessus de ta limite et travailler des blocs un peu moins durs pour mentalement te mettre bien quoi. Ouais, donc ça il y a ça c'est sûr, mais après au bout d'un moment quand ça fait 20 fois que tu retournes sur un spot, les blocs faciles qui sont autour ou les blocs enfin faciles entre guillemets mais moins durs les classiques, au bout d'un moment tu les as écumés quand même. Et donc là, c'est là où il faut quand même être solide dans sa tête parce que si il te reste que ton projet, mais que c'est ton projet qui te motive, faut quand même faut retourner au charbon quoi. Et ça c'est cool. Après, je sais que j'adore essayer des trucs qui sont durs, qui sont extrêmes. J'adore essayer des projets et donc ma motivation elle va pas chuter même si pendant 3 semaines je vais pas arriver à faire un bloc quoi. Je m'en fous de ça. Je suis pas un consommateur de blocs. Je l'ai peut-être été à un moment donné, mais maintenant si je fais pas de croix pendant 1 mois, 2 mois, mais que je tape des bons essais dans mes projets et que je progresse, je vais pas ressentir de frustration. Ça va me motiver, ça va me motiver d'autant plus. Juste la moindre progression dans mon bloc, elle va me surmotiver quoi. Ouais, c'est quoi la durée maximale que tu as passée dans un projet? Je sais pas trop, mais il y a des blocs, mais il y en a certains que j'ai pas fait du coup encore. Ok. Et ça a fait, je suis à plus de 25 jours, 30 jours peut-être dans certains blocs. Alphan, je l'ai essayé beaucoup, peut-être au moins, peut-être 20 ou 25 jours déjà. Il y a un autre projet à Fionnet, j'ai passé vraiment beaucoup de temps aussi, peut-être pareil, plus de 20 jours dans ce bloc-là. Ouais, donc ça fait beaucoup de journées quand même à passer au pied d'un bloc. Mais ces blocs-là, ils me motivent toujours autant, ils me font triper quoi. Du coup, j'y retournerai tant que, je sais pas si je vais les faire, on peut pas dire ça, mais tant que ça me motive en tout cas et que je ressens une forme de progression qui me motive à y retourner, je vais y retourner.
Ok. Je suis pas un profil à abandonner, quoi. Mais c'est ça qui marchait pas avec moi en compète, je pense. C'est que quand j'arrive pas à faire un truc, j'ai envie d'y retourner. Et en compète, ça s'arrête. Et cette frustration, je sais pas si elle était intéressante, mais je sais pas si cette frustration, elle permet, en compète, je trouve, elle permet d'être capable de déclencher le fait de torcher un bloc maintenant. Et ça m'est arrivé de le ressentir aussi dehors. Et même après de nombreuses séances à essayer un bloc, de me dire, ok, maintenant je le fais, tac, tu switches, tu fais le bloc et ça, c'est des process que tu mets en place en compète quand même, je pense. Au début, en tout cas. Bah, du coup, une pratique qui est plus proche de la compétition, c'est les blocs flash. Et en Ouais. 2021, tu flashes Héritage 8B. Est-ce que tu peux revenir sur cette croix et cette pratique de flasher les blocs durs et est-ce que ça t'intéresse? Alors, moi, je suis pas un très bon flasher quand même. Enfin, j'ai flashé pas mal de blocs jusqu'à 8A, mais un peu en mode, je les prépare pas plus que ça, mes flashs. Ouais, tu vas grimper dedans et puis si ça marche, ça marche. Ça marche pas, c'est Voilà. pas grave, quoi. Tu refais un deuxième essai. Alors, je regarde toujours un peu, tu vois, et je me dis, bah, vas-y, si je le fais flash, c'est cool. Par contre, je suis capable de me guronzer vite pour mettre un essai avec de l'intensité, quoi. Mais c'est pas ma priorité première de flasher des blocs. Mais par contre, Héritage, du coup, ça m'avait motivé parce que je savais qu'il pouvait bien me convenir. Et du coup, je m'étais dit, tiens, là, j'ai un peu de temps devant moi, j'ai 10 jours où je suis sur place. Et le premier jour, j'étais juste allé voir le bloc. J'avais regardé après un pote grimper dedans. Et puis finalement, à un moment donné, il y avait des potes, on était motivés, je savais que j'étais en forme, je me suis dit, vas-y, je mets un vrai essai flash. Et puis finalement, ça avait fait, quoi. Mais il y avait des super bonnes conditions, ouais, voilà, tout s'était bien passé pour que ça se passe, pour que ça coche. Mais finalement, il y a peu de blocs où je me suis autant préparé, enfin où je me suis vraiment préparé et motivé à taper un essai flash. J'ai même jamais fait de 8A plus flash. Ok. J'ai fait des 8A, mais pas du. Je fais 8A 8B. Voilà. Mais par contre, c'était cool et il y a aussi un autre truc, c'est que vu que j'aime bien travailler des blocs et me mettre des gros projets, je retourne quand même sur des secteurs souvent. Et à force, ben, il y a moins de blocs que tu peux essayer flash parce que vu que j'essaye mes gros projets, puis à côté de ça, autour, j'essaye d'autres blocs. Mais du coup, il me reste à force moins de blocs flash à essayer, quoi. Mais j'en ai encore quelques-uns en tête quand même qui me motiveraient bien d'essayer flash. Donc, je sais pas si ça va marcher, mais je retaperai des essais flash dans certains blocs. Il y a des blocs, je fais exprès de pas les essayer, par exemple. Ça fait 5 ou 6 ans que je repasse devant. Mais pour l'instant, je me dis, oh, c'est peut-être pas le bon jour. Il y aura bien un jour où, tu vois, je vais craquer mon essai quand même. Mais voilà. Ça marche. Et est-ce que tu peux nous expliquer un peu l'idée qui est autour de ta description Instagram, qui est quality over quantity? Ok. Alors ça, c'est comme je te disais, j'ai pas la démarche d'être j'ai plus, en tout cas, la démarche d'être un gros consommateur de blocs. Et du coup, à une époque, quand j'étais plus jeune, j'avais besoin de me prouver, je pense, beaucoup de choses. Et du coup, j'avais besoin de faire plein de blocs, plein de croix tout le temps. Et à un moment donné, ça me frustrait aussi j'étais fatigué des fois et du coup, j'ai été là, putain, mais j'arrive pas à faire ce bloc, je suis nul, machin. Et du coup, je me suis trouvé comment dire, je me suis épanoui en essayant en défend, en grimpant un peu moins, en sélectionnant que les blocs qui me motivaient vraiment, les belles lignes, peu importe la cote, mais quand même des blocs durs souvent parce que c'est ce challenge-là qui me motive le plus. Et du coup, je suis allé même essayer des blocs qui étaient trop durs pour moi à une période où j'allais m'épanouir en tapant des essais dans des blocs qui me faisaient vraiment triper. Mais par contre, que j'étais peut-être un peu loin de faire au début, mais du coup, je me suis dit, mais en fait, moi, ce qui me fait triper, c'est grimper quand je suis éclaté et que ça va me frustrer et tout. Ça, j'arrive bien à le faire à l'entraînement. Je peux mettre des charges de chacal à l'entraînement, il n'y a pas de souci. Mais par contre, quand je vais grimper dehors et tout, ben, j'avais envie de garder une forme de qualité plutôt que d'essayer de tout faire dans le monde. Parce que tout faire dans le monde, déjà, c'est pas possible, il y a personne qui arrive. Et du coup, je suis un peu rentré dans ce truc de me dire, bon, ben, ok, on va essayer de faire que des trucs stylés. Et je pense que ça me réussit parce que je suis beaucoup moins frustré quand je vais grimper. En fait, je suis même presque jamais frustré quand je vais grimper dehors. Alors des fois, oui, tu rates un truc, t'es là, merde, fais chier. Mais j'arrive à rebondir tout de suite. Et je tombe et je garde le sourire et je m'énerve plus et du coup, j'ai réussi à trouver un mode de fonctionnement qui fait que je me régale tout le temps, quoi. Et donc, cette quality over quantity vient un peu de ça, je pense. Et aussi, je pense que l'escalade, c'est un sport d'intensité et que je pense que pour faire réussir en tout cas des trucs durs en extérieur, bah il y a un moment donné où si t'es à ton 12e jour d'affilée et que tu veux taper un run dans un bloc à ta limite, bon
même si t'es mégos, je pense que t'y arrives pas, quoi. Donc après, c'est un choix de faire plein de blocs ou de voix dans ton niveau inférieur, et c'est cool aussi ceux qui font des checklists grandes comme ça là. Mais moi, c'est pas ce qui me fait triper, et du coup, j'ai choisi d'axer ma pratique comme ça, quoi. Mais du coup, tu arrives quand même à faire de la quantité parce que t'es pas si vieux et tu as quand même déjà plus de 70 blocs dans le 8B+. Donc peut-être que c'est qualitatif de se dire je mets moins d'essais, je me concentre plus sur faire des blocs vraiment durs. Et finalement, peut-être que en fait, ça fonctionne beaucoup mieux que se dire je fais des ticklists ultra longues et... Ouais, pour moi, ça marche mieux comme ça en tout cas. Donc moi, c'est mon mindset. Je me dis, mais des fois, je vais essayer très peu des blocs, mais si j'ai fait une bonne séance, je serai quand même content. Et par contre, du coup, je vais peut-être aller essayer un bloc un petit peu plus facile après, et puis, mais pas me faire. En fait, je grimpe jamais jusqu'au 100, tu vois. Je vais jamais grimper jusqu'à la mort. Alors, il y en a qui vont dire que je suis faible, peut-être, mais en attendant, du coup, je préfère, si je suis pas au top ce jour-là, quand je suis sur un trip, par exemple, ben, je préfère me dire, vas-y, je me repose, c'est pas grave. Demain, je serai en forme, et demain, je remets 3 essais de qualité. Et moi, je fonctionne comme ça. En tout cas, pour que je réussisse en escalade, il faut que je sois capable de mettre une intensité hyper élevée. Et du coup, moi, j'ai besoin de beaucoup de repos. Je prends des énormes pauses entre mes runs. Mais du coup, j'ai réussi à trouver un mode de gestion qui marche pour moi. Mais je pense que c'est hyper personnel. Mais quand même, le bloc, ça s'y prête bien à ça, à se reposer. Et puis, je pense quand même tout le monde, si t'es proche de ta limite, t'es obligé à un moment donné d'optimiser tout ce que tu peux. Et du coup, bah, ça passe par du repos, ça passe par de la gestion. Des fois, tu regardes les condis, tu checkes ta peau, tes trucs. Et du coup, ça devient de la gestion, et ça devient du coup, ouais, de la gestion de la qualité, quoi. Et parmi tous tes voyages, est-ce qu'il y a un site de bloc qui t'a particulièrement marqué? Ah, il y en a plusieurs. Je pense que partout où je suis allé, j'avais quand même à chaque fois un truc en tête que je suis allé chercher. Et Blo, j'adore Blo. Quand à chaque fois que je vais à Blo, la richesse de la grimpe à Blo, elle me fait triper. La qualité du caillou et le fait que ça te permet de grimper des formes de ouf, et tu te fais toujours surprendre dans des blocs parce que l'escalade, elle est hyper technique et qu'elle est hyper déstabilisante et tout. Je vais chercher ça quand je vais à Blo. Si je vais aller à Rocklands, je vais chercher autre chose. T'as des lignes qui sont hyper graphiques, hyper esthétiques, des couleurs de ouf. Si je vais à Rocklands, je vais chercher ça. Si je vais, quand je suis allé au Colorado, ça me faisait triper parce que j'avais vu plein de vidéos des ricains à l'époque qui tapaient des runs, de Dave Graham et tous ces gars là, Daniel Woods et tout ça, qui mettaient des runs dans les blocs à 3000 mètres d'altitude aux États-Unis, et j'avais envie de vivre cette expérience-là. Du coup, je suis allé, et le bloc que j'avais envie de faire, il y avait 1h30 de marche, t'es à 3000 mètres d'altitude, enfin, tu vois, je me mets des missions pour ça. Et du coup, j'ai fait ce bloc-là, j'étais hyper content. Et quand je vais grimper au Tessin, c'est pareil, c'est parce que la qualité du caillou, elle est énorme, il y a encore plein de projets, il y a une dynamique de grimpe avec une espèce de communauté hyper forte de grimpeurs motivés à trouver des projets, à taper des runs dans les blocs durs, et du coup, c'est ça que je vais chercher. Mais dans chaque secteur, je vais chercher peut-être quelque chose de différent. Et donc, je peux pas te dire un secteur qui m'a marqué plus que les autres, mais par contre, je peux te donner pourquoi chaque secteur m'a marqué. Voilà. Et pour conclure cette partie sur l'extérieur, c'est quoi tes prochains projets ou tes projets en ce moment? Alors, là, c'est dommage. Du coup, je me suis blessé juste là récemment, mais par contre, j'avais pour objectif d'aller en Finlande cet automne, et c'est Burden of Dreams. Et parce que ça me fait vraiment triper d'aller voir à quoi ça ressemble ce bloc en vrai. Et du coup, si je suis rétabli, je pense que je vais y aller en avril prochain. Et j'ai un super projet à Fionnet que j'essaye depuis 2 saisons ou 3 saisons, c'est un départ assis d'un bloc de Dave Graham qui s'appelle Permanent Midnight. Et ça va être bien dur aussi, un bon 8C+, je pense. Mais ça n'a jamais été réalisé. Le bloc debout, c'est 8A+? Exactement. Bloc debout, c'est un 8A+, et j'aime bien ce bloc parce que ça fait donc c'est un gros dévers comme ça. Je peux essayer de le montrer à la caméra. On le voit à la caméra. Gros dévers. C'est un gros dévers, et puis il y a un bloc classique qui s'appelle Permanent Midnight, du coup, qui fait 8A+, et qui sort sur une arête à droite. En 2021 peut-être, j'ai ouvert Solitary Day, c'est la sortie directe, et ça fait 8C. Et il y a un départ assis commun à ces deux blocs. Du coup, moi, j'aimerais déjà dans un premier temps arriver à faire le départ assis de suite droite, qui va faire 8C+, je pense.
Et du coup, le projet ultime, ce serait de démarrer assis et de sortir tout droit dans le 8C que j'ai ouvert. Et ça, franchement, je pense que ça peut pas être moins, enfin, ce serait à peu près 8C plus dans 8C. Le 8C, il a été répété une fois en 3 ans. Je pense que ça va faire, c'est au moins 9A, c'est peut-être, je pense que ça pourra faire 9A plus, et le panneau, il est mythique, quoi. Donc, Ok. donc quand même, ce projet-là, il me fait vraiment triper, puis c'est un secteur que j'adore et qui est vraiment cool. Du coup, j'ai ça, après, j'ai pas mal essayé Alphane, qui me motive beaucoup. Et après, j'ai aussi envie de retourner à Rocklands et chez Finish Line et Living Large, qui sont les deux masterpieces de Nale Yucataival. De gros highball. Voilà, j'adore les highballs. Et ces deux-là, en termes ils combinent tout ce que j'aime dans la grimpe de bloc, je crois. T'as de l'esthétisme, t'as des mouvements qui sont stylés, c'est haut, donc il y a de l'engagement, il y a de la gestion, donc ces blocs-là, ouais, ces deux blocs-là, ils me font triper et j'ai envie de retourner à Rocklands pour ces blocs. Et après, en autre gros projet, j'aimerais faire un road trip aux États-Unis parce que j'ai juste grimpé au Colorado. Mais par contre, du coup, quitte à aller à l'autre bout du monde, j'ai envie de faire un gros trip aux US pour aller grimper à Red Rocks et tout ça. Mais là, pour le coup, j'ai pas de projet puisque j'y suis jamais allé. Mais aller taper un peu des runs dans les blocs ricains, ça me fait quand même triper, ouais. Et le Japon, ça te tire un peu ou pas? Japon aussi, ouais, en fait, on peut pas tout faire. Mais c'est vrai que le Japon, ça commence à me titiller l'esprit. Enfin, il y a quand même pas mal de 8C+, et tout, qui ont l'air vachement mythique, hein. Exactement. Et en plus, c'est une culture qu'on a du mal à comprendre Ouais. tant qu'on les connaît pas, parce qu'il y a un peu la barrière de la langue, forcément. Alors, ils commencent à bien communiquer quand même, on comprend un peu ce qu'ils font. Mais ça me ferait triper d'aller voir, ouais, le Japon. Le floating et tout ça, ça a l'air incroyable, hein, ces blocs-là. Decided, United. Tous ces blocs-là, Ryu Chimura, il fait un job de ouf au Japon. C'est vraiment stylé ce qu'il fait. Du coup, ouais, c'est sûr que ce serait cool de faire un trip là-bas. Inch'Allah. Et du coup, bah, on a fini avec l'extérieur. Il y aurait tellement de choses à dire, mais on va se concentrer sur l'autre Ah, sujet on peut qui continuer est... pendant 3 heures si tu Ouais. veux. Donc on va s'intéresser un peu à l'ouverture. Ouais. Bah, d'ailleurs, pour commencer, comment tu as découvert ce métier? Alors l'ouverture, c'est un job que j'ai commencé à faire. Alors c'est rigolo. Pareil, quand je commençais la grimpe dans les salles, en fait, au début, ils nous faisaient si je demandais, tu sais, ils ouvraient pas à la journée comme ils font maintenant, tomber un secteur, ouvrir la journée et tout. Ils ouvraient un peu quand ils avaient le temps. Et du coup, des fois, moi, j'y allais après les cours et puis je leur disais, ah, je peux ouvrir un bloc. Du coup, ils me disaient, bah ouais, vas-y, ouvre un bloc. Et du coup, j'ai découvert comme ça. J'ai toujours été un peu bricoleur, je fabriquais mes prises quand j'avais un pan et tout, ça m'a toujours fait triper. Et du coup, j'ai commencé un peu comme ça. Et en fait, c'est surtout quand j'étais étudiant que il y avait des salles qui se montaient. Il y avait les premiers M-Rock qui commençaient à pousser. Il y avait M-Rock Villeurbanne qui venait d'arriver, par exemple, à Lyon. Et du coup, ben moi, on m'a proposé de venir ouvrir un peu en tant qu'indep à M-Rock à Lyon. Et du coup, bah, ça a été un peu, au début, c'était un job étudiant, quoi, pour pouvoir bosser un peu à la journée, avoir un peu de thunes pour partir grimper. Et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Après, j'ai fait la formation d'ouvreur national, mais en accéléré avec Jackie Godoff. Et du coup, il m'a dit, oh, bah, tu bricoles bien, t'as des bonnes idées, vas-y, t'as ton diplôme. Et après, du coup, j'ai commencé à ouvrir. Ouais, quand tu étais sportif de haut niveau, avant c'était plus simple. Quand tu étais grimpeur de haut niveau, ouais. Ouais, exactement, ouais. Donc, j'ai profité de ça. Et après ça, bah, du coup, j'ai ouvert des Coupes de France. J'ai ouvert des compètes. J'ai ouvert des compètes un peu régulièrement. Et puis, du coup, j'ai toujours ouvert un peu pour les stages. Enfin, et depuis que j'ai arrêté la compète, du coup, j'ai ouvert pour les stages, pour les équipes de France à Voiron, pour les équipes nationales suisses aussi. Et après, j'ouvre régulièrement dans les salles. Et là, l'année dernière, il y a une salle qui s'appelle Atome qui a ouvert à côté de chez moi, à Annecy. Et du coup, je gère l'ouverture dans cette salle, quoi. En tant que je reste indep. Et en fait, on fait tourner des équipes. On fait tourner que des indeps dans la salle. Donc moi, j'appelle mes collègues avec qui j'aime bien travailler, dont je respecte et dont j'aime le travail. Et je leur dis, bah vas-y les gars, venez à la salle. Enfin, je les contacte, je leur dis, ouais, est-ce que t'es dispo pour venir demain? C'est pas toujours moi qui ouvre. Mais l'idée, c'est de faire... moi, je suis l'ouvreur référent et j'essaie de faire tourner les ouvreurs pour proposer une variété de blocs et d'ouverture dans la salle. Du coup, tu restes quand même indépendant chez Atom. Ouais, Ok. Ah, c'est drôle de ça d'un rôle de chef ouvreur en tant qu'indépendant. ouais. Mais j'ai trop d'activités différentes pour pouvoir avoir un salariat quelque part. Je pense. J'ai la bougeotte. Ouais, je vois ça, t'as plein de projets de toute façon. Ouais, voilà. Du coup, pour l'instant, c'est comme ça se passe bien et c'est cool.
Du coup, est-ce que tu peux expliquer un peu plus précisément pourquoi tu as mis en place ce système où il n'y a que des ouvreurs indépendants, il n'y a pas d'ouvreurs spécifiques à la salle? Parce que moi, par exemple, j'accepterais pas un taf enfin, bon, je dis ça maintenant, il faut jamais dire jamais. Mais moi, ce qui me stimule dans l'ouverture, c'est c'est de bouger de partout. Et du coup, je veux que les ouvreurs qui viennent, ce soit la même chose pour eux. Même si évidemment, il y a des salles où je retourne plus souvent que d'autres. C'est nécessaire, tu vois. C'est le but de l'ouverture, c'est quand même de gagner sa vie. Donc c'est un job. C'est un métier passion, mais c'est un job. Mais du coup, je trouve que la créativité, elle est enrichie par les différentes expériences. Et donc, j'ai envie d'avoir des gars qui viennent, dont ce soit pas la routine de venir ouvrir à Atome. Donc, moi, en tout cas, je vis l'ouverture comme ça. Et du coup, c'est ça que j'ai envie de faire pour la salle, ouais. Parce que nous, par exemple, avec mon frère, on a fait beaucoup d'ouvertures à BO. Bon, du coup, c'est un groupe, donc Ouais. c'est spécifique, c'est toujours un peu les mêmes Ouais. idées, etc. Mais du coup, vu qu'on a fait le nouveau système de cotation un peu partout en France, c'est quand même assez incroyable à chaque fois d'avoir un ouvreur différent, des prises différentes, une structure différente, une vision différente. Et en fait, ça te fait progresser ultra rapidement et ouais, ça améliore à fond ta créativité, tes idées, etc. Ah, mais moi, je suis persuadé, à chaque fois que j'ai ouvert avec des personnes différentes, c'était hyper riche. Ça t'apporte des visions différentes, ça t'apporte, tu grimpes avec des gens différents aussi, du coup. Et du coup, tu discutes même avec des ouvreurs étrangers, ça t'apporte une culture le à grimpe qui est différente. Et c'est ça que j'aime aussi à travers l'ouverture, c'est que les ouvreurs, ok, ils sont ouvreurs, mais c'est des grimpeurs avant d'être des ouvreurs. Et les ouvreurs que je fais venir taffer, j'aime ils aient un bagage de grimpeur avant. Et alors, je dis pas que que tout le monde doit avoir fait du 8C bloc ou quoi. Enfin, je m'en fous de ça. Mais par contre, je pense, personne a son vécu de grimpe et du coup, son vécu de grimpe dessine son caractère d'ouvreur. Et ça, j'aime bien avoir des personnalités différentes là-dessus. Et c'est ça que j'aime bien apporter, ouais. C'est ça que j'ai envie que les gens apportent plutôt. Et du coup, ça fonctionne bien le système, les retours d'Atome sont bons là-dessus. Bah, sur l'ouverture, pour l'instant, il me semble qu'on a des retours positifs. Et du coup, l'aspect que les gens soient indépendants, bah, il n'y a pas de routine. Et du coup, s'ils ont envie de revenir, bah, je pense qu'ils travaillent bien. Et du coup, à chaque fois que j'ai bossé avec des gens ou j'ai fait travailler des gens à la salle, j'ai eu l'impression qu'ils étaient motivés à revenir. Et les retours des gens sont positifs. Alors, bien sûr, des fois, il y a toujours, ah, c'était trop dur ce coup-ci, c'était trop facile ce coup-ci, Ouais, ok. c'est l'ouverture. Bon, Hein. c'est jamais trop facile. mais, mais par contre, sur la qualité des blocs et l'escalade proposée, je crois que les avis jusqu'à présent, ils ont toujours été positifs, donc j'étais content de ça. Et parce que du coup, ça consiste à peu près combien d'ouvreurs différents? En fait, c'est une petite salle, c'est une salle qui est en centre-ville d'Annecy. Donc on ouvre une fois par semaine à 2 ouvreurs, donc ça se gère assez bien. Ok, ouais, c'est petit. Ok. Voilà. Donc on ouvre à 2 ouvreurs une fois par semaine. Et donc je sais pas, faudrait que je regarde combien j'ai fait bosser d'ouvreurs, mais peut-être une quinzaine maintenant d'ouvreurs différents. Ok. Et puis il y en a encore un peu des nouveaux. Je suis ouvert aux opportunités. Des gens qui me disent ouais, je vais en vacances grimper en Suisse ou je sais pas où, je passe devant. Est-ce que t'as une journée? Dans la mesure du possible, quand c'est possible, bah, j'essaie de faire taf. Si j'aime bien la personne, enfin si j'aime bien le taf de cette personne, je vais essayer de la faire taffer. Ouais. Et surtout dans la région là, c'est ultra développé l'ouverture en indépendant. Il y en a pas mal qui font que ça, qui ouvrent un peu en indépendant, Ouais. un peu dans toutes les salles qu'il y a. Et de la même manière, moi, je vais ouvrir Arcos Genevois régulièrement. J'ouvre pour les autres salles du coin et il n'y a pas de stress là-dessus. Et c'est bien parce que C'est clair. à rester dans son coin, hein, je pense que, je sais pas, moi, en tout cas, moi, j'ai pas envie de rester dans mon coin, quoi. Donc, je fais venir les gens et comme ça, ils restent pas dans leur coin non plus s'ils ont envie de venir. Ouais. Et je me demandais, est-ce que ta grande expérience en extérieur, elle est bénéfique pour tes ouvertures? Est-ce que tu vois un avantage? Ouais, alors c'est peut-être pas mon niveau qui donne ça, mais par contre mon vécu global de grimpeur et toutes ces années de grimpe et tous ces endroits dans lesquels j'ai grimpé et tous ces gens que j'ai rencontrés, ça m'a donné une ouverture d'esprit et du coup je pense que c'est ça que j'essaie en tout cas de donner à mes ouvertures, à avoir une grimpe qui est exigeante même dans les niveaux un petit peu plus bas, ou en tout cas essayer d'apprendre quelque chose aux gens. Et ouais, j'essaie en tout cas clairement d'utiliser tout mon vécu de grimpeur d'extérieur pour proposer quelque chose pour le donner dans la salle. Alors après, par contre, je suis pas du tout réfractaire au new school. Mais par contre, ce que je trouve cool, c'est que du coup, le new school, moi j'aime bien, ça me fait triper aussi.
mais du coup, les cours d'eau, les skates, les trucs, ça me fait surtriper, on en fait. Mais par contre, je suis aussi capable d'apporter du old school. Et j'essaie d'apporter du old school agréable, c'est-à-dire pas des réglettes qui découpent les doigts, mais par contre, l'escalade, on tire dans nos doigts, et et il y a des gens qui viennent pour ça à la salle, et du coup, j'essaie que tout le monde à la salle soit content de venir grimper, ouais, même des blocs à doigts, que s'il y a, mais je dis, et Paul, ou je sais pas qui de l'équipe, je dis ça parce qu'ils viennent un peu régulièrement, mais qui viennent grimper dans la salle, qu'ils aient aussi des blocs durs un peu dans tous les styles, et ouais, voilà. Et de la même manière que le gars qui va faire, ou la fille qui va faire, parce qu'il y a les deux bien sûr, qui va faire du jaune, ou du vert ou du bleu, il y a aussi un circuit de blocs qui sont un peu variés. Alors dans le jaune, forcément, c'est toujours plus difficile. Mais dans les milieux intermédiaires, je sais que le circuit, il y a un peu de tout dedans. Voilà, c'est ça la philosophie. Jusqu'à présent, ça a l'air de bien tourner, donc voilà. Ça marche. En tout cas, moi, j'ai eu que des bons retours, alors j'y suis jamais encore allé, du coup, ça a l'air d'être pas mal. Ah, ça fait plaisir à entendre. Ça fait plaisir à entendre. Pour parler un peu d'actualité, tu viens de sortir il y a quelques jours avec Laurent Vigouroux le livre La Force. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors ça, c'est avec Laurent, du coup, Laurent, c'est mon associé avec qui j'ai fondé l'entreprise Smartboard. D'ailleurs, tu peux présenter Smartboard maintenant, comme ça actionne après, du coup. Ouais, tout est lié, du coup, peut-être que, voilà, tout est lié, donc peut-être que je peux lancer le truc comme ça. En fait, Smartboard, c'est des outils d'entraînement connectés pour l'entraînement en escalade. Du coup, c'est des poutres instrumentées de capteurs de force mécaniques qu'on a reliées à une application mobile et qui permettent de calculer des scores utiles pour l'entraînement en escalade. Et du coup, Laurent, il est chercheur et enseignant-chercheur à l'université de Marseille en physiologie et en biomécanique. Et lui, il est grimpeur aussi, quand même dans le 8C+ voie. Là, il tape des runs dans des 9A. Enfin, il est sur chaud. En voie plutôt, mais même en bloc. Il a fait jusqu'à 8B bloc. C'est un grimpeur polyvalent. Il est solide et depuis très longtemps. Il a commencé à grimper. Il avait, 13 ans. Et là, ça fait 20 ans qu'il grimpe et 20 ans qu'il grimpe comme un fou, quoi. C'est un passionné des extrêmes. Et à côté de ça, il est chercheur et il est hyper motivé, hyper intéressé il a toujours été motivé pour comprendre comment la physiologie et la biomécanique des grimpeurs fonctionnaient. Et du coup, l'ensemble de ses recherches, elle a été destinée à ça. Et du coup, il m'a appelé, c'était en 2019, pour participer. Et lui, voilà, il avait déjà utilisé des capteurs de force sur des prises pour mesurer justement les capacités des grimpeurs. Comment est-ce que un grimpeur, l'avant-bras d'un grimpeur, il va réagir face à la fatigue, face à des suspensions répétées. Et du coup, au début, ils étaient assis sur une chaise et ils tiraient comme ça. Et puis petit à petit, ils se sont dit, ah ouais, mais en fait, physiologiquement, ce serait mieux de se mettre comme ça, parce que quand on grimpe, on est comme ça. Donc, ils ont instrumenté des poutres, mais sauf qu'au début, c'était du produit de laboratoire. C'était un truc surfat qui coûtait 20 000 balles à produire, et ils faisaient leurs tests comme ça. Au lieu que ce soit une application mobile, c'était un logiciel qu'il fallait faire tourner depuis l'ordi à chaque fois, en rentrant les paramètres et tout à la mano. Et du coup, moi, il m'a appelé en 2019 pour intégrer le projet et finaliser des prototypes qui soient utilisables pour la Fédé, donc pour les pôles France. Donc vu que moi, j'avais déjà arrêté ma carrière de compétiteur et que j'avais quand même l'expérience fraîche de ce qui se passait dans les pôles, je connaissais les coachs, j'arrivais à imaginer un peu comment des coachs pouvaient être intéressés d'utiliser ça. Et j'avais encore une idée aussi fraîche de ce qu'était la compétition d'escalade. Et du coup, l'idée, c'était que j'étais grimpeur et je faisais un master de mécanique théorique à l'université. Donc, je suis arrivé du coup dans ce projet un peu avec toutes ces compétences et on a créé cette application et on a rendu la poutre facilement utilisable et ergonomique pour que ce soit utilisable facilement. Donc ça, c'est le premier truc. Et du coup, avec Laurent, ça fait 4-5 ans qu'on se connaît maintenant et que l'escalade, on peut parler mais pendant des heures d'escalade. Je pense qu'au bout d'un moment, on s'auto-soule, tu vois, de discuter de grimpe. On va se parler de nos projets, de nos trucs, et après on va se parler d'entraînement. Et ça fait, dans les trajets en bagnole, on parle de ça mais à l'infini. Et du coup, il y a JB Tribou, la boucle est bientôt bouclée, qui a une maison d'édition qui s'appelle CQFD. Eux, ils éditent des livres, des topos aussi. Et il nous a envoyé un texto en nous disant est-ce que vous voulez pas écrire un bouquin d'entraînement, moi je vous édite. Donc moi je lui ai dit
ok, on est chaud, mais moi je fais déjà 1 million de trucs. Là, je suis déjà sous l'eau. Parce que et Laurent, en fait, lui, il était sur chaud parce que il a l'habitude d'écrire. Il a l'habitude d'écrire des articles scientifiques. Moi, en tant que chercheur, ouais, c'est clair que. Ouais, c'est son job, quoi. Il sait faire. Il a aussi écrit le Grimpé magazine spécial entraînement. Il l'avait écrit il y a quelques années. Ok, stylé. Donc il avait déjà de la matière et du coup on s'est dit bon vas-y on y va et on a monté, on s'est dit bon ok on monte, on écrit un bouquin d'entraînement, cool. Moi à côté de ça je fais de la photo, donc j'avais aussi des photos à apporter. Donc on s'est dit ok on va faire ce bouquin. Et le thème du bouquin, on s'est dit mais qu'est-ce qui ferait triper un peu sur un bouquin d'entraînement pour éviter de faire une bible avec énormément de trucs dedans. Et on s'est dit quand même ce qui serait sympa c'est de proposer un truc vraiment destiné à la force. Comment est-ce que on peut arriver à faire un mouvement qu'on n'arrivait pas à faire avant? Et ça pour moi c'est la force, mais au sens le plus, pour nous du coup c'est la force au sens le plus vaste du terme. C'est pas juste la force en mode vas-y je fais une traction, aujourd'hui je soulève 20 kilos, demain je soulève 25 kilos, j'ai plus de force. C'est pour moi la force, elle est ok, c'est une quantification de la force, mais par contre la force au sens vraiment j'arrive pas à faire ce move, comment est-ce que je peux arriver à faire ce move? Et ce move là du coup c'est ultra large. Et du coup tu rencontres toutes les facettes de l'escalade. Donc forcément il va y avoir de l'entraînement physique, forcément il va y avoir du tactique, du mental, de la technique. Et en fait l'idée c'était de proposer un process ou une méthode en tout cas qui permette de réussir un mouvement que tu n'arrives pas à faire. Donc c'est ça qu'on a essayé de proposer dans le livre. Alors voilà, c'est ça la philosophie du bouquin et c'est comme ça qu'on a écrit ce livre. Ouais. Ok. Et du coup pour quelqu'un comme toi qui s'intéresse énormément à l'entraînement et à la progression, c'est quoi l'équilibre que tu arrives à avoir entre ton entraînement et le travail de tes projets? Du coup, c'est pas mal parce que du coup c'est pareil, ça rejoint l'état d'esprit du bouquin, heureusement. Mais ce que je m'applique, c'est que quand j'essaie un bloc dehors, par exemple, je vais y arriver ou pas y arriver. Si j'y arrive très bien, si j'y arrive pas, je vais me dire ok, qu'est-ce qui fait que je vais pas y arriver? Et du coup, j'essaie d'analyser tout ce que je peux pour arriver à y arriver. Et donc ça va passer par et du coup forcément je vais pointer là où je suis pas bon. Donc en gros, mon premier process tout le temps, c'est d'identifier mes points faibles. Et du coup, j'identifie mes points faibles pour m'entraîner spécifiquement pour les combler au maximum et arriver à mieux faire ce que je sais pas faire. Et je sais qu'il y a des personnes qui vont avoir tendance à se concentrer que sur leurs points forts et qui vont être et ça va être leur truc de faire ça. Mais moi, c'est pas comme ça que je fonctionne et je suis curieux et j'aime tout faire et j'aime tout dans l'escalade et du coup mon truc, et c'est ça qu'on a donné dans le bouquin et Laurent il partage cet avis-là, c'est juste que si tu veux être un bon grimpeur et on pense qu'il faut, si tu sais tout faire, bon personne sait tout faire, mais le plus tu sais faire plein de trucs différents et le plus je pense que le moins de fois tu vas te faire embêter pour des petits trucs des fois et ça je pense que c'est, en tout cas en compète, je me rappelle que c'était assez flagrant des fois de rater des compètes pour des petits trucs que t'as juste pas travaillé, mais ça fait partie du truc et du coup c'est pareil dehors. Alors quand je grimpe dehors, la chance qu'on a et la facilité, c'est que tu rentres à la maison, je rentre à la maison, je prends mon cahier, hop, je note, je suis là, putain, ça j'étais pas bon, ça j'étais pas bon, ça j'étais pas bon. Je me dis, ok, pour progresser dans ça, il faut que je fasse ça, pour progresser dans ça, il faut que je fasse ça, pour progresser dans ça, il faut que je fasse ça. Ou je vais essayer des nouveaux trucs, je l'applique, je retourne à la salle, je m'entraîne, et ça me fait triper parce que du coup, tu t'entraînes toujours, tu fais des nouveaux trucs, tu t'entraînes dans des machins où t'es pas bon, donc forcément ta marge de progression elle est plus grande. Et je m'entraîne comme ça et je retourne dans mon bloc et je vois si ça a marché ou pas. Et si ça a pas marché, j'essaye autre chose. Et c'est comme ça que je fonctionne. Et après, évidemment, j'oublie pas de travailler mes points forts. J'essaie de garder vraiment un équilibre dans tout ça. J'essaie d'avoir un entraînement le plus complet possible. Je vais toujours essayer d'entraîner mon endurance, ma force, mon gainage, ma souplesse, tout ça. Mais par contre, si je sens que par exemple c'est ma souplesse et une souplesse d'un certain style qui va me limiter, tac, je vais axer mon entraînement là-dedans pendant un certain temps. Si c'est la force de mes doigts, hop, je vais me remettre un cycle de doigts pour reprogresser en force de doigts. Et c'est comme ça que je fonctionne tout le temps. Et du coup, je m'entraîne toujours un peu l'année dans des styles différents. Et ça fait que je pense j'ai réussi au fur et à mesure des années à augmenter globalement mon style de grimpe
et dans plein de styles différents en fait, parce qu'à chaque fois que j'ai un truc que j'arrive pas à faire, je vais me plonger dedans pour essayer d'être meilleur. Du coup, c'est comme ça que je fonctionne. Du coup, dans le livre de Romain Desgranges, il avait fait un cercle où tu avais un peu toutes les parties de l'entraînement. Toi, du coup, tu essaies d'avoir le rond parfait où tu es haut dans tous les domaines. Alors, pas tout à fait, parce que j'essaie d'avoir le rond le plus grand complet en accord avec mes projets. C'est-à-dire que moi, quand même, mes projets, c'est de faire du bloc. Donc, dans ce rond-là, la case continuité, je vais quand même avoir un trou, elles sont... On va pas se mentir là-dessus. Mais par contre, ça m'est arrivé. Mais vu que, par exemple, il y a 2 ou 3 ans, j'ai essayé des blocs qui étaient un peu longs et je me faisais bomber dans les hauts de blocs. Je finissais éclaté et du coup, j'étais là, mais c'est con quand même parce que c'est facile de travailler un peu son endurance, surtout quand on n'a pas beaucoup. Ça vient vite, quoi. C'est facile, voilà. Donc, j'ai intégré dans ma routine d'entraînement de l'endurance et du coup, je la perds pas, je la garde maintenant encore. Et du coup, c'est pareil, ça fait partie de l'expérience. C'est qu'il y a plein de blocs du coup que j'ai fait rapidement dans l'année dernière parce que j'avais juste bien entraîné mon endurance. Donc, je me sers des expériences passées tout le temps et j'essaie de pas oublier ce que j'ai raté les années d'avant pour être meilleur l'année qui arrive, quoi. Et dernièrement, pour revenir un peu sur tous les sujets, on a pu voir de nombreux grimpeurs s'entraîner sur des répliques quasi parfaites de leur projet, avec notamment Will Bozy, Stefano Xolufi, encore récemment Simon Lorenzi sur Burden of Dreams. T'en penses quoi de cette façon de se préparer pour enchaîner un de ces projets? Bon, moi, je trouve que c'est cool, hein. Après, le niveau de spécificité, là, il est monstrueux, mais il y a que ce bloc qui s'y prête aussi bien, je pense. Je connais aucun autre bloc. Parce que c'est un vrai panneau, quoi. Ouais, même Off the Wagon, si Off the Wagon, on pourrait facilement le scanner et reproduire les prises. C'est d'ailleurs étonnant que ça n'ait pas été fait. Ouais, j'avoue, parce que Off the Wagon, le départ assis, 8C+, il y a quand même pas mal de gens qui essayent. Le départ sans le wagon de FA, et puis... donc c'est bizarre qu'il l'ait pas fait. Ouais, puis c'est un panneau à 45 degrés, c'est hyper facile à reproduire. Mais peut-être qu'il sera scanné, hein. Après, c'est peut-être aussi le fait que les gens vont souvent en Suisse, donc ils ont souvent accès à ce bloc. Tandis qu'en Finlande, quand ils y vont que pour le bloc là, quoi. Voilà, il est plus accessible. Mais je pense que c'est normal qu'on arrive à des degrés de spécificité tels que travailler sur des répliques. Après, le vrai problème, il se posera peut-être le jour où il y a quelqu'un qui va flasher Burden parce qu'il aura bien travaillé la réplique. Mais d'ici là, je pense qu'il n'y a pas tant de débat que ça, quoi. Et j'ai hâte de voir qui va flasher Burden quand même. Bah, peut-être dans quelques années, mais à mon avis, on n'y est pas non plus, quoi. Après, Will, il a été quand même costaud, hein. Ouais, il était solide, hein. Le faire en peut-être 4 semaines, il l'a fait, je pense. Il avait 10 séances sur la réplique dans les pattes. Il a fait tous les moves dans la séance en arrivant devant le bloc. C'est quand même, c'est solide comme performance, je pense. Quand on connaît le niveau que Nalé avait à l'époque, Nalé, il a quand même été un bon cran au-dessus des autres pendant toute sa carrière et c'était un visionnaire et il a laissé un héritage au bloc naturel et moi que je trouve c'est mutant ce qu'il a laissé. Et il s'est acharné pendant 3 ans et demi à y aller 2 mois à l'automne, 2 mois au printemps, tous les ans. Et après il est devenu fou, je pense quand même. Il y a l'aspect first ascent qui l'a fait vriller peut-être. Et oui, ça on n'a pas trop parlé, mais cet aspect-là il est intéressant aussi, c'est que c'est toujours beaucoup plus dur de faire une first ascent que de répéter un bloc. Enfin, psychologiquement il y a un truc supplémentaire, quoi. Et c'est pour ça que derrière, c'est hyper fréquent que les gens répètent les blocs plus vite parce que savoir qu'un truc a déjà été fait, ou ne pas savoir si c'est possible, même si tu sais que c'est possible parce que tu as fait les moves, mais la différence, elle est quand même vraiment majeure, quoi. Ouais, ça débloque, hein. Ça débloque clairement. Ouais, tu te dis, c'est pas impossible humainement, quelqu'un l'a fait, donc moi je peux le faire. Voilà, je peux y arriver aussi. Donc ça vraiment, ça a un gros aspect, je pense. Et pour ce bloc-là, c'était décuplé. En plus, il a essayé presque tout le temps tout seul. Donc, franchement, et à côté de ça, il défoyait tous les blocs du monde. Nalé, il démontait tous les blocs du monde. Donc, ce que Will a fait, alors il s'était entraîné spécifiquement, c'est hyper spécifiquement. On peut pas faire plus spécifique que ça. Et du coup, il est arrivé fort et prêt et tout ça, mais n'empêche, fallait faire le job et il l'a fait, quoi. Donc, respect quand même. Ouais, ça c'était impressionnant. Ouais, voilà. On va voir ce que ça donne là cet automne. Je pense qu'il va y avoir, je sais qu'il va y avoir du monde qui va y aller. C'est cool ce format-là qui se lance de plus en plus de filmer en live les runs et tout, qu'a fait Will, qu'il est en train de faire Jacob en ce moment dans... Ouais, Jacob il fait ça, c'est excitant aussi. Je sais pas si j'aimerais qu'on le fasse pour moi, mais... Bah je suis pas sûr vu que t'es pas
vu que tu cherches la qualité et en plus t'es pas trop compétition, je sais pas si c'est quelque chose qui te tenterait quoi. Ouais, ça me ferait peut-être pas triper, mais j'aime bien regarder, ça me fait triper dessus. Ça avait bien marché sur Manu quand il faisait le Toit d'Orsay. Manu, ça avait surmarché, mais ça m'étonne pas du tout. Ah non, il se met dans un mode compétition, du coup il avait gagné, du coup il le fait en vidéo, ça m'étonne pas. Ouais, il y avait un speaker et tout. Non, mais il y avait Chris qui speakait, c'était mythique. Ouais. Non, mais voilà, du coup, pour revenir aux répliques, pour moi, il y a pas de débat là-dessus. C'est normal que les grimpeurs, ils s'entraînent spécifiquement pour leur projet. Si tu peux pousser le niveau de spécificité au plus loin, bah, faut le faire, quoi. C'est hyper intelligent, je trouve. Surtout que c'est commun de travailler ses projets en faisant des mini-répliques. C'est juste que là, en fait, on peut le pousser au max en ayant vraiment les mêmes prises. Peut-être avec un gras différent, mais ça reste quand même les mêmes prises. Ouais. Je veux dire, en gym, ils s'entraînent pendant des mois et des mois à faire un truc, c'est un seul truc qu'ils essaient de faire et ils vont pas faire des trucs, ils s'entraînent à côté en prépa physique et tout pour réussir cet enchaînement, mais ils essayent leur enchaînement. En grimpe, ça pourrait être pareil. Il y a des gens, alors dans ce cas-là, c'est comme Dave, il s'entraîne pas, mais par contre, il essaye que ses blocs. Mais du coup, c'est un peu la même démarche, c'est juste que la réplique, tu te la crées à la maison. Pourquoi pas? Moi, je trouve que c'est cool. Ah, moi aussi, j'adore, hein, le système, je trouve incroyable que les gens essayent comme ça. Ça trop bien. Et là, j'ai vu qu'il y avait une marque de prise qui s'appelait Mimic Holds, je crois. Eux, ils font que des répliques de prise de blocs naturels. Ok, je note Mimic Holds, que je connaissais pas. C'est des gars aux US, là. C'est rigolo, leur truc. Parce que j'ai vu aussi que, du coup, ceux qui avaient fait les prises, c'est Core, il me semble, de Brotherhood of Dreams. Ouais. Ils les avaient mis en vente sur leur site. Ah, je les ai même pas vus. Ça, je trouvais ça drôle tu pouvais les acheter genre en rose, tu peux les mettre dans la salle. Et ça, je trouve ça super drôle. Ah, c'est mortel. Je vais regarder. Et merci Clément. Et merci à toi. Et puis, on a fait tous les sujets. Bonne continuation avec Bloc Corp. Carrément, toujours, à fond. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner à ce podcast pour ne pas louper les prochains épisodes, ainsi qu'à notre compte Instagram associé Blockcast. Et rendez-vous sur notre compte Instagram Blockcorp, ainsi que sur notre chaîne YouTube pour ne rien louper de l'actu escalade. Salut!